Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Pourquoi est-ce que la mafia et les services secrets russes se sont intéressés à Trump dès les années 80 ? Alors effectivement, ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est que le premier contact de Trump avec la Russie, c'est par l'intermédiaire de sa mafia. Alors pourquoi je parle de la Russie d'ailleurs, je sais pas, peut-être que j'ai l'impression d'arriver peut-être comme un cheveu sur la soupe en parlant de la mafia, mais parce que, j'imagine que vous en avez parlé précédemment, l'enjeu principal de mon point de vue, je pense de notre point de vue d'Européens de ces élections, c'est la question de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas américains et donc la manière dont les États-Unis se gouvernent, c'est une question pour les Américains. Évidemment, ça rejaillit sur le monde entier parce que l'Amérique est censée être une vieille démocratie et évidemment, si elle était gouvernée par Donald Trump demain, ce serait un message assez terrible à la fois pour nos sociétés et pour les sociétés qui essayent de se libérer de leurs autocrates dans différents pays. Mais de notre point de vue européen, donc pour terminer là-dessus, le sort de l'Ukraine est absolument capital parce que si demain, Trump, comme il l'a dit, lâchait l'Ukraine, arrêtait de soutenir l'Ukraine pour la forcer à de facto capituler devant la Russie, eh bien nous serions, nous, Européens, en première ligne face à une Russie extrêmement menaçante et avec des visées impérialistes qui, effectivement, menaceraient notre sécurité collective, pour faire simple. Et donc, voilà, après mon prologue préalable, je me suis intéressé au lien de Trump avec la Russie. Et effectivement, pour répondre à votre question après cette petite parenthèse, mais qui me paraissait nécessaire, son premier lien, c'est avec la mafia russe dans les années 80. À l'époque, non mais explique-nous, à l'époque, Donald Trump était un magnat de l'immobilier. C'est ça, Donald Trump est un magnat de l'immobilier qui ne fait pas de politique. C'est un magnat, contrairement à l'image qu'il essaye de donner aujourd'hui, en se présentant comme un homme d'affaires à succès qui donc voudrait gérer les relations internationales et faire des deals, comme il dit, comme il a fait des affaires, était en fait un homme d'affaires véreux et à moitié en faillite. Quand je dis à moitié en faillite, c'est parce qu'effectivement, ses affaires périclitaient, notamment ses investissements dans les casinos d'Atlantic City, et véreux parce que, avant de rencontrer la mafia russe, il avait rencontré une autre mafia, qui était la mafia italienne, et le FBI, d'ailleurs, à cette époque-là, le traquait pour ces raisons-là. Il était dans un secteur, la construction, à New York, où il fallait de toute façon travailler peu ou prou avec la mafia. Et donc, pour vous la faire courte, dans les années 80, des mafieux russes sont arrivés aux États-Unis avec de l'argent à investir, de l'argent qui commençait à sortir de Russie, ou de l'argent qu'ils gagnaient sur place aux États-Unis, et ils se sont dirigés vers Trump parce qu'ils cherchaient à blanchir leur argent. Et donc, on s'est aperçu, ça c'est un ancien procureur de New York qui me l'a dit, qu'à un certain moment, plus tard, environ un tiers des appartements vendus par Donald Trump dans ses tours étaient possédés par des Russes. Alors pas seulement par des mafieux, mais quand même il y en avait un certain nombre. Et donc voilà, donc ça c'est le premier contact dans les années 80. D'accord. Et il y en a eu d'autres après ? Alors ces liens avec la mafia ont duré très longtemps. Les mafieux sont arrivés petit à petit, jusque dans les années 90. Ensuite, ça s'est transformé, ce lien-là avec la Russie s'est transformé d'un lien avec la mafia à un lien plus économique avec le système soviétique puis le système russe, puisque c'est là où on en arrive à quelque chose d'intéressant. Après ces investissements de la mafia, un peu comme par hasard, et je dis ça avec des guillemets, parce qu'il y a des choses évidemment encore un peu opaques, mais ce qui est sûr, c'est que le KGB, donc, qui était le service de renseignement soviétique de l'époque, s'intéressait de près à la fois à la mafia russe et aux hommes d'affaires américains comme Trump. Et un peu comme par hasard, donc, Trump est, comme on dit dans les services de renseignement, tamponné par le KGB via l'ambassadeur d'Union soviétique à Washington. Et donc, il est invité à Moscou pour faire des affaires et pour construire une Trump Tower. Alors, peut-être que je vais y revenir plus tard, mais en tout cas, pour résumer, c'est vraiment le début d'une relation économique qui se termine en fait en 2015, au moment où il a déjà déclaré sa volonté de devenir président, et c'est son entrée en campagne, sa première entrée en campagne en 2015, où dans le même temps où il est candidat,
un de ses associés, qui est un mafieux, d'ailleurs lui-même également, fils d'un des parrains russes, Félix Sater, lui propose là aussi, comme par hasard, de construire une Trump Tower une nouvelle fois, puisque les projets précédents n'avaient pas fonctionné, à Moscou. Voilà, avec évidemment l'aval de Poutine. Et donc vous imaginez bien que quelqu'un qui est candidat et qui a ce projet-là est évidemment pas complètement neutre par rapport à Poutine, puisqu'il dépend de lui pour gagner quelques millions. Je précise que tout ce que tu nous dis n'est qu'un petit résumé du documentaire que tu as réalisé sur le sujet, tout le travail d'enquête que tu as fourni pour ce documentaire que vous pouvez retrouver, qui s'appelle Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. C'était diffusé sur France 5. Il est sorti cette année, en 2024. On se souvient en 2016 des ingérences russes sur l'élection américaine. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut affirmer des choses? Ce soir, là, on est en pleine soirée américaine, nuit américaine, pour les élections présidentielles. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a des tentatives d'ingérence russe? Alors, il y en a eu plusieurs, il y en a moins qu'en 2016. En 2016, ça a vraiment été massif et je pense que ça a eu un certain effet. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que Trump a été élu en 2016 grâce aux Russes. Je ne crois pas. Il a été élu grâce, malheureusement, à ses électeurs, aux Américains qui ont voté pour ce personnage. Mais, en tout cas, l'aide américaine, l'ingérence de 2016, a été dans un certain nombre d'États clés, puisque là, vous avez bien compris que ça se joue parfois à quelques milliers de voix, ça a été quand même un facteur important. Aujourd'hui, c'est moins massif parce que les services de renseignement américains de contre-espionnage sont beaucoup plus vigilants, ils n'ont pas envie de se faire avoir comme la fois précédente, donc c'est plus limité, mais il y a des ingérences. La dernière en date, je crois, date d'il y a quelques minutes, puisque je voyais sur mon fil Twitter, donc à vérifier encore une fois, puisque ça vient de se produire, mais que des bureaux de vote en Géorgie les opérations de vote dans des bureaux de vote en Géorgie avaient été interrompues à cause d'alertes à la bombe. Et d'après je crois le gouverneur ou le sous-gouverneur de Géorgie, qui est un républicain d'ailleurs, eh bien ces menaces venaient directement de Russie. Bon. Il y a eu dans la campagne, donc, au cours des semaines précédentes, il y a eu effectivement un certain nombre d'ingérences. Je crois la plus significative d'entre elles a été démantelée par le FBI quand on a mis à jour un réseau de financement d'influenceurs d'extrême droite, donc américains, pro-Trump, qui était financé par une société américaine qui elle-même était financée par la Russie à hauteur de 10 millions de dollars. Voilà, donc ça, c'est un des exemples, je pense, multiples, parce qu'il y a d'autres cas, je ne vais pas revenir dessus, qui montrent une ingérence de la Russie. Encore une fois, il ne faut pas surestimer l'impact de ce type d'ingérence, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que Vladimir Poutine et la Russie a envie de voir arriver Trump au pouvoir. Est-ce que Trump leur doit quelque chose à la Russie aujourd'hui? Alors ça, Jean, c'est la question à $1 million. Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas une histoire de dette, il n'y a pas une histoire de... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. D'accord. J'ai essayé dans mon film de dire ce qu'on pouvait en dire. Je le soupçonne réellement. Je le soupçonne. Les gens que j'ai rencontrés le soupçonnent. Et je vais te citer 2 personnes qui le soupçonnent, clairement. C'est l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, donc, que j'ai interviewé pour mon film, qui dit clairement que Trump est tenu par la Russie pour des raisons peut-être de compromat. Compromat, c'est les services russes appellent ça, c'est-à-dire qu'on a un dossier sur quelqu'un pour des raisons de compromat financiers qui sont liés à ses affaires, peut-être avec la mafia d'ailleurs, voire de compromat sexuel qui serait lié à certains de ses voyages en Russie où il aurait été filmé. Donc ça, c'est John Brennan, mais qui est un démocrate. Et la deuxième personne qui est allée sur ce terrain de manière très claire, c'est quelqu'un qui s'appelle Dan Coats, qui était le coordinateur du renseignement américain sous Trump. Cette personne a été nommée par Trump, et Dan Coats, dans une récente interview avec un journaliste américain qui s'appelle Bob Woodward, disait que selon lui, je cite, Poutine faisait chanter Donald Trump. Bon, en tout cas, moi, je peux pas te répondre là-dessus. Je comprends. Ce qui m'intéresse, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est où est-ce qu'on, quelles que soient les raisons de l'attitude de Trump, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Trump, comme je le disais un peu plus tôt, se positionne, s'aligne sur les positions russes, en particulier s'agissant de l'Ukraine, puisqu'il est totalement aligné avec ce que sont aujourd'hui les objectifs de Poutine, c'est-à-dire de geler la guerre sur les lignes de front actuelles et d'empêcher l'Ukraine de choisir librement son destin, c'est-à-dire ses alliances internationales, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN. Et ça validerait la guerre d'agression de Poutine.
puisque ça permettrait à la Russie de conserver les territoires qu'elle a illégalement envahis. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Antoine Vinkin. Je rappelle qu'on peut retrouver ton documentaire Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. France 5.